Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver cette nouvelle petite vidéo. Alors avant que cette vidéo là ne commence, je tiens à donner quelques précisions sur les Oscars, sur la cérémonie des Oscars 2022. C'est vrai que j'ai été assez absent par rapport à cette cérémonie, j'ai fait une vidéo prédiction, mais je n'ai pas fait de live pour la simple et bonne raison qu'il était extrêmement tard, que c'était la nuit de dimanche à lundi, que j'avais eu un week-end très chargé, donc j'étais crevé et j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément raisonnable de rester éveillé pour suivre la cérémonie et faire un live, donc j'ai décidé de ne pas le faire et de ne pas regarder la cérémonie. Et donc forcément j'ai pas pu sortir de best-of non plus puisqu'il n'y a pas eu de live. Donc j'ai pratiquement rien fait pour les Oscars. Je ferai normalement quand même, lorsque j'aurai rattrapé tous les films de la sélection, ce qui n'est pas encore fait, je ferai peut-être une petite vidéo pour débriefer la cérémonie, les résultats plutôt, et donner mon avis sur les lauréats. Je vous avoue que de ce que j'ai vu, je suis pas extrêmement satisfait. Mais bon, à la base aujourd'hui devait sortir la vidéo point ciné sur le mois de janvier, mais j'ai décidé de ne pas la faire aujourd'hui. Je vais la faire la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on revienne un peu aux sources, aux vidéos d'avant, autres que les cérémonies et les points ciné, ce qui sont les seules vidéos que je fais depuis mon retour, j'ai envie de dire, après mon break. D'ailleurs, la dernière vidéo avant mon break, c'était du coup la vidéo qui était la plus dure à faire parce que j'étais au plus bas à ce moment-là, avant de enfin décider de faire mon break. C'était une vidéo top sur les films de la saga James Bond, c'était en 2 parties. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un top, ça fait longtemps, ça fait 4 mois, presque 5 mois que j'en ai plus fait. Donc voilà, et comme c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire, j'en ai fait énormément, j'en ai fait plus de 30. C'est vraiment le format de vidéo le plus récurrent sur la chaîne, je me suis dit pourquoi ne pas en refaire un. Et il y a une saga de films extrêmement populaire, célèbre, cultissime, que je n'ai toujours pas abordé dans un top. Et j'ai été le premier surpris, je pensais que je l'avais fait honnêtement. Je me souviens pas de toutes mes vidéos par cœur parce que j'en ai fait 161 pour l'instant je crois, ou 160. Et je pensais vraiment que j'avais fait un top sur les films Batman et en fait non. J'en ai jamais fait et du coup c'est l'occasion. Surtout que le dernier film Batman, The Batman, est sorti il y a quelques semaines au cinéma, donc c'est la parfaite occasion pour faire un top. J'inclus dans ce top uniquement les films de cinéma et non pas les téléfilms. C'est pour ça que les premiers films Batman sortis en 66 avec Adam West ne seront pas dans le top parce que ce sont des téléfilms et pas des films. Donc je prends les films Batman à partir de celui de Tim Burton en 1989 et donc jusqu'à The Batman, mais j'enlève les films dans lesquels Batman apparaît mais où il n'est pas le personnage principal, exemple les films du DCU. Donc ne vous étonnez pas si Batman vs Superman et les 2 Justice League ne sont pas dans ce top, c'est normal. Ça nous donne en tout 8 films Batman, je vais les classer donc par ordre de mes préférences. Bien sûr le premier ce sera celui que j'aime le moins, et le dernier celui que j'aime le plus. C'est assez logique. Numéro 8, Batman et Robin de Joel Schumacher. C'était évident pour la 8ème place que je mette ce film là, on va pas se mentir, c'est un peu l'un des plus gros nanars qu'on ait tous vu. On l'a presque tous vu ce film et tout le monde pense la même chose de ce film, si on peut encore appeler ça un film. C'est un vrai nanar, c'est évidemment le pire film Batman qu'on ait jamais vu. C'est même pas forcément un... J'ai même pas envie d'appeler ça un film, c'est vraiment un divertissement bas de gamme qui je pense, je l'espère en tout cas, a été fait dans le but d'être mauvais, parce que sinon c'est juste pas possible. On sait tous que Joel Schumacher c'est pas non plus un mauvais cinéaste, il a fait des nanars, il a fait des mauvais films, mais c'est pas dans l'ensemble un mauvais cinéaste, c'est un réalisateur, j'ai envie de dire, normal. Donc à partir du moment où tu es réalisateur, tu peux pas faire ce film. À partir du moment où il est si mal écrit, si mal produit, tu peux pas le faire. Tu te dis forcément à un moment, il y a quelque chose qui va pas. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Tu le fais pas ce film. Si t'es logique, tu le fais pas. Donc s'il l'a fait, c'est soit pour le fric parce qu'il savait que ça allait quand même marcher, parce que c'est Batman, soit parce qu'il avait envie de faire un nanar, parce qu'il avait envie de s'amuser. Honnêtement, les deux solutions sont possibles. Batman et Robin, bon... non, j'ai même pas envie de parler des points positifs du film, parce que y en a pas en fait. Tout simplement, j'ai beau chercher, il y a rien du tout. Même le méchant de Schwarzenegger, c'est une catastrophe. Uma Thurman, enfin franchement, le casting de ce film, il est génial, on va pas se mentir. George Clooney, bon à l'époque il n'était pas encore le George Clooney, mais quand même, George Clooney, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, enfin, quand même, c'est un putain de casting. Et bon, évidemment, tous les acteurs sont catastrophiques dedans. Ça se voit qu'ils n'ont pas du tout envie d'être là, sauf pour la thune. Niveau DA, c'est une catastrophe. Les costumes sont mais catastrophiques. Ils sont mais dégueulasses. Encore le tout premier costume, j'ai envie de dire, dans le cinéma, donc celui de Tim Burton, il y a des défauts. C'est un moule bit, c'est pas forcément beau. Ça se voit que c'est du latex et que ça montre que les super-héros n'étaient pas forcément pris au sérieux à l'époque. Mais celui-là, et pourtant c'était 12 ans après. Non,
9 ans après, plus ou moins, 8 ans après plutôt. Donc non, même 8 ans après, il y a une putain de régression au niveau des costumes, et ça fait pitié quoi. Enfin, je sais pas, regardez-moi ça, ils sont juste ridicules. Niveau ridicule, je parle même pas de Schwarzenegger parce que il y aurait trop de choses à dire. C'est à peine divertissant, c'est tellement mal écrit, c'est tellement facile que c'est même pas divertissant. Il y a rien de proposé d'intéressant, il y a rien, c'est vide. C'est digne des téléfilms avec Adam West, mais c'est encore moins bien écrit quoi. Alors que là, c'était destiné au cinéma, donc vraiment je comprends pas. Je comprends pas comment ce genre de film peut sortir en fait en salle. Je comprends pas comment les studios se sont pas dit en regardant, on va jamais sortir ça. Pourquoi sortir ça? On sait très bien que ça va être une catastrophe. Je ne comprends pas que personne ne s'est dit à un moment que ce film il fallait pas sortir. Je comprends pas comment le film a pu passer toutes les étapes pour au final arriver en salle. Je ne comprends pas. Mais bon, oublions ce film. De toute façon, il est sorti il y a longtemps et c'est pas forcément le film Batman que les gens retiennent. C'est pas forcément le film Batman dont les gens parlent le plus souvent et heureusement. Numéro 7, Batman Forever de Joel Schumacher. C'était pas dégueulasse, ça passait encore. Par rapport à un Batman et Robin, c'est un chef-d'œuvre. Par rapport, c'est vrai, à un Batman de Tim Burton ou à The Dark Knight et tout, c'est clair que c'est de la merde. Personnellement, j'ai jamais détesté ce film. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai jamais détesté ce film. Honnêtement, j'aime beaucoup Jim Carrey et Tommy Lee Jones dedans, qui font du bon taf en tant que méchants, donc l'homme mystère et double face. Il y a aussi Nicole Kidman dedans, je pense, qui est assez cool. Val Kilmer qui propose un Bruce Wayne, c'est pas le meilleur Bruce Wayne, mais franchement, encore une fois, ouais, il fait le travail. L'histoire, bon, il y a mieux, et c'est vrai que niveau de la DA, il y a mieux aussi. Le costume de Val Kilmer, honnêtement, je l'aime bien. Ça va. Robin, bon, le Robin de Chris O'Donnell, que ce soit dans Batman Forever ou Batman et Robin, je vois pas l'intérêt de ce personnage, et c'est vrai que le costume est très moche. Le costume de l'homme mystère, bon, peut mieux faire, hein, c'est vraiment, c'est un bête tissu. Celui de double face, bon, c'est vrai qu'on dirait un peu qu'on est à Carnaval. Donc c'est vrai que niveau DA, Joel Schumacher, il s'est pas vraiment surpassé dans aucun film Batman qu'il a réalisé. Au moins c'est divertissant, je pense que c'est quand même le but principal de tout film Batman qui se respecte. En tout cas la plupart, hein, parce que c'est pas forcément le cas, on le verra plus tard. Mais quand tu fais un film Batman, je pense que ton objectif principal à la base, en tout cas ce que les studios de production te demandent, c'est que ce soit divertissant. Et bon là, il y a mieux dans les films Batman, hein, ça c'est clair, mais par rapport à un Batman et Robin par exemple, ça reste pas forcément chiant. Le film est pas très long, il se passe pas mal de choses, donc voilà. Après, c'est vrai que niveau écriture, il y a mieux, hein, ça forcément, mais bon, c'est Schumacher. Hein. Ce qui sauve les meubles, je pense, et bon là, vous allez encore penser que je vais idolâtrer Tim Burton parce que c'est mon réalisateur préféré. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui il y a 1 an maintenant, même plus, qui dure pratiquement 1 heure. Tim Burton, après avoir réalisé Batman et Batman le défi, a produit Batman Forever et après il a abandonné pour Batman et Robin, heureusement. Donc je pense que peut-être, sûrement, c'est le travail de producteur de Tim Burton qui a sans doute rattrapé les meubles, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, on aurait eu un Batman et Robin 2 ans plus tôt. Non pas que je crache sur Joel Schumacher, mais on va pas se mentir, et ce mec n'a jamais été fait pour faire du Batman. Enfin, je sais pas, soyons réalistes. Numéro 6, Batman le défi de Tim Burton. Pour la 6ème place, on entre dans les films que j'aime bien, enfin. Et dans les films que j'aime bien, celui que j'aime le moins bien, ça reste celui-là malgré le fait que ce soit Tim Burton qui l'ait réalisé. 3 ans après avoir réalisé le premier film Batman au cinéma, Tim Burton réalise la suite, donc Batman le défi, et globalement, c'est à peu près pareil que le premier film, pour ce qui est des points positifs. Bon, l'ambiance de Tim Burton, on aime, on n'aime pas. Personnellement, j'adore. L'ambiance très dark, très glauque de l'univers Burton, bon, je trouve que ça a parfaitement sa place, que ce soit dans Batman ou dans Batman le défi. Et même ici, encore plus. D'ailleurs, le film est encore plus dark que le premier film, parce que t'as, bon, déjà les méchants. Dans le premier, c'était le Joker qui avait quand même un costume assez coloré, mauve, qui souriait, qui rigolait et tout, donc il y a plus dark quand même. Là, c'est le Pingouin et Catwoman qui sont tous les deux joués par des acteurs incroyables, qui ont toujours été incroyables et qui le sont encore aujourd'hui. Danny DeVito et Michelle Pfeiffer qui jouent une Catwoman absolument cultissime et sa performance est juste légendaire. Donc la touche dark du film est parfaite, je trouve, elle est parfaitement appropriée. C'est vrai que les méchants sont extrêmement mis en avant et c'est vrai que Bruce Wayne, Batman, devient un peu un personnage de second plan, ce qui, pour un film qui s'appelle Batman, est assez problématique. C'est vrai, mais bon, ça à la limite c'est un peu le style Burton, il préfère parler des méchants que des gentils, ce qui
on va pas se mentir, n'est pas forcément surprenant, parce que Burton il a toujours eu une touche très dark, très sombre pour ce qui est de ses œuvres. Pour ce qui est de l'histoire, c'est, je trouve, relativement moins bien rythmé que le premier film, mais dans l'ensemble, franchement, je me suis pas forcément ennuyé devant. Peut-être une fois ou deux, une scène ou deux où c'était moins bien rythmé. Dans l'ensemble, je pense que le film est pas très long. Et enfin voilà, c'est un film, j'ai envie de dire, c'est un film Batman normal au niveau du rythme. Et c'est un film de Burton normal. Il n'y a aucun film de Burton devant lesquels je me suis fait chier. Bon, à quelques exceptions près. Ce que je peux reprocher au film en revanche, c'est que Burton mise l'intégralité de son film sur les développements de personnages et surtout les deux méchants. Il n'y a pas beaucoup d'action, beaucoup moins que dans le premier film, donc c'est vrai que les gens peuvent se faire chier. Moi perso ça n'a pas été le cas, mais pour un film Batman c'est vrai que ça manque d'action, et il joue vraiment tout son film sur ça. Et est-ce que les développements de personnages sont bons? Honnêtement, pas spécialement. Bon, déjà Batman il passe à la trappe, hein, ça c'est comme dans le premier film. Et pour ce qui est des méchants, Catwoman a un développement assez intéressant, c'est vrai. L'évolution de son personnage, au départ c'est une femme normale qui après voilà, se fait un peu maltraiter par son boss, et elle devient assez méchante et son personnage est assez creepy, on va pas se mentir. Donc là c'est vrai que c'est un développement assez intéressant. Par contre, le pingouin, bon, oui, il est charismatique, oui, il est intéressant, oui, la première scène du film lui est dédiée, et c'est vrai que ça en dit beaucoup sur le côté très mystérieux du personnage, mais on n'en parle pas plus en fait. T'as la première scène où c'est le bébé qui est abandonné par ses parents et qui est recueilli par des pingouins. Du coup, il devient le pingouin, mais après, oui, on voit le pingouin de temps en temps, il crie, il rigole et tout, il est méchant, il est moche et tout, c'est cool, mais on n'en sait pas plus sur lui, et c'est vrai que c'est assez dommage. Numéro 5, The Dark Knight de Christopher Nolan. Je sais, vous auriez préféré voir ce film bien plus loin dans mon classement, mais que voulez-vous? Non. Je vois aucune raison pour ma part de le mettre plus loin dans le classement. Il n'a pas vraiment sa place ici. C'est un film excellent. Évidemment, je suis personne pour dire le contraire. La mise en scène de Christopher Nolan, comme d'habitude, est extraordinaire. Le scénario est parfaitement écrit. Évidemment, les personnages qui sont développés par rapport à Batman Begins sont géniaux. Donc par rapport à Batman Begins, je dis qui n'étaient pas là dans le premier film et qui ici font une partie intégrante du scénario. C'est vrai que, comme pour Burton, c'est surtout les méchants, donc le Joker et Double Face, qui ont tous les deux une énorme importance dans l'histoire, surtout le Joker, mais Harvey Dent aussi est extrêmement important dans le film. Le Joker de Heath Ledger, bah que dire, c'est évidemment le meilleur Joker, peut-être à égalité avec Joaquin Phoenix. Évidemment que c'est une performance absolument incroyable, il a gagné l'Oscar, c'est pas pour rien. Le film est super bien rythmé, on va pas se mentir, même s'il est assez long, 2h30 je crois, peut-être un peu moins, je sais pas, environ. C'est extrêmement bien rythmé, évidemment c'est presque impossible de se faire chier devant The Dark Knight, surtout que plus le film avance, et ça c'est récurrent chez les films de Nolan, plus le film avance, plus c'est bien rythmé et plus c'est attractif. Bon, vous allez me dire, c'est un peu le principe du climax, mais là c'est plus que ça, c'est vraiment une montée constante. Techniquement, il n'y a rien à dire, que ce soit au niveau des effets spéciaux, de la mise en scène, même la DA qui est relativement simple parce que c'est du Nolan, mais voilà, il n'y a rien à dire de négatif non plus dessus. Quoique perso, j'ai jamais été forcément le mec le plus captivé par la trilogie Nolan. Malgré des films de 2h30, des fois plus, pour Rises, les gens ont toujours été captivés du début à la fin, ça a jamais été forcément mon cas. Il y a forcément des scènes dans les 3 films où je me fais un peu, pas forcément chier, mais où je suis un peu moins intéressé par le film. Et bon, ça c'est vrai que dans un film Batman, c'est assez problématique, hein. Mais bon, c'est purement subjectif. Quelque chose que je peux reprocher aussi au film, c'est, bon, Harvey Dent, il est extrêmement intéressant, c'est clair, et c'est sans doute même le personnage le plus intéressant du film. Mais putain, pourquoi avoir donné tant d'importance au Joker? Parce qu'à cause de ça, Double Face, Harvey Dent, il est complètement inexistant. Inexistant, j'exagère peut-être, mais c'est un peu comme... c'est un peu le problème Burton en fait, sauf que Burton c'était avec Batman, donc là c'est encore plus grave. Burton passe son temps à mettre en avant le Joker, Catwoman, le Pingouin, etc. Et Batman, au final, on ne voit pas tant que ça. Et bien là c'est pareil avec les deux méchants. Le Joker, on le voit tout le long du film. Évidemment, il a profité du fait que Heath Ledger était extrêmement badass et extrêmement talentueux et tout. Évidemment, et ça je peux tout à fait comprendre. Mais du coup, t'as Harvey Dent qui est un putain de gâchis. Évidemment, les gens l'adorent, c'est un personnage qui est assez populaire malgré pas son absence, mais
sa présence pas si ouf que ça dans le film. Et franchement, il y aurait eu tellement plus de choses à faire, c'est assez dommage. Numéro 4, Batman de Tim Burton. Ça m'a fait un peu mal de le mettre à la 4e place, ce film, parce que, vous le savez, je suis extrêmement fan de Tim Burton, et Batman, c'est un de mes films préférés de Burton. Mais bon, il y a des films Batman qui sont meilleurs que celui-là, et bien sûr. Mais franchement, le premier film Batman sorti au cinéma en 1989, réalisé par Tim Burton, qui à l'époque c'était seulement son 3e film, je crois. Le premier c'était Pee-wee Big Adventure, deuxième Beetlejuice. Bah franchement, ça a mis une claque à tout le monde. Commençons évidemment par le commencement, Michael Keaton. Les gens ne voulaient pas de Michael Keaton à l'époque, quand les gens ont appris que c'était lui qui allait jouer Batman pour la première fois au cinéma. Bah, les gens ont pété un câble, ils se sont dit, parce qu'à l'époque il y avait pas mal d'acteurs qui étaient pressentis pour le rôle, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Je me souviens plus des acteurs qui étaient pressentis, mais il y en avait vraiment beaucoup, et c'était des mecs comme Stallone, comme Schwarzenegger, des mecs vraiment badass et tout, qui avaient plus la carrière d'un super-héros que Michael Keaton. Et c'est vrai que quand les gens ont appris que c'était lui, ils ont un peu pété un câble, et à tort, parce que encore aujourd'hui, le Batman de Michael Keaton, on s'en souvient. Il joue extrêmement bien Bruce Wayne, parce que Michael Keaton ça a toujours été un acteur charismatique, malgré son manque de muscles, et surtout qu'à l'époque c'était surtout les acteurs gros bras qui étaient populaires. Super Bruce Wayne, super Batman aussi, parce que jouer Bruce Wayne c'est bien, jouer Batman c'est encore autre chose, parce que Bruce Wayne et Batman sont quand même relativement différents, même si c'est le même personnage en soi, c'est pas forcément la même manière de jouer. Au niveau du méchant, bah que dire, évidemment, le Joker, bon déjà, tu dis le mot Joker, évidemment que ça va être incroyable, hein, y a aucun Joker au cinéma qui a été nul, enfin bon. Mais bon, là forcément, Joker plus acteur absolument mythique, Jack Nicholson, forcément que ça donne quelque chose de cultissime, et encore aujourd'hui, le Joker de Jack Nicholson, il est légendaire, tout le monde en parle encore maintenant. Ce qui est très compliqué au cinéma, surtout aujourd'hui, malheureusement, à l'époque c'était peut-être moins le cas, mais quand même, c'est de faire un blockbuster. On te donne la responsabilité de faire un blockbuster, donc tu vas faire un film qui va être vu par des millions de personnes, donc il faut faire un film qui soit un minimum divertissant, mais en même temps avoir le droit déjà, et surtout le talent, d'inclure ta patte artistique dans le blockbuster sans que ça gâche le divertissement, pour quand même que les gens se souviennent que c'est ton film et pas un film. Parce qu'il y a des films, il y a des blockbusters, je suis incapable de vous dire qui a réalisé le film. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune patte artistique, et c'est le studio de production qui a eu la main complète sur la réalisation du film. Il n'y a eu aucune liberté artistique sur beaucoup de blockbusters, surtout récemment malheureusement. Et à l'époque, Tim Burton, il a fait les deux. Il a fait un blockbuster très divertissant qui a mis tout le monde bouche bée. Les gens ont été captivés du début à la fin, et encore maintenant d'ailleurs. Mais en plus, il a réussi à parfaitement caler sa patte artistique que l'on connaît tous encore aujourd'hui dans le film. Il avait déjà fait ça avec Beetlejuice, enfin un film très Burton, il avait fait Beetlejuice, et il a inclus cette patte très dark, très sombre dans Batman, sans casser Batman en fait. Et ça, je trouve ça mais incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très rare des réalisateurs qui font ça. Il y en a un qui l'a fait, on en parle après bien sûr, mais récemment, c'est encore plus difficile qu'avant. Et je vous vois venir en me disant, ouais, Nolan il a fait pareil, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pour moi, un vrai film Nolan, c'est Interstellar, Inception, Tenet aussi, même si c'est pas forcément mon film préféré de Nolan. C'est un film qui est très Nolan, hein. Et voilà, mais les Batman, c'est pas des films Nolan, c'est des films réalisés par Nolan. Tu retrouves quand même le rythme de Nolan, certaines idées de mise en scène, la musique aussi, ça ressemble à du Nolan, mais c'est tout. Si on vient vers moi et qu'on me dit, tu vois, The Dark Knight, ça a été réalisé par un mec que je connais absolument pas, je te crois à 100%. Pour le Batman de 1989, si c'est pas Burton, je vois pas c'est qui. Hein. Malgré les acteurs, l'ADA, la musique aussi de Danny Elfman, ça reste un film qui a relativement assez mal vieilli, on va pas se mentir. Comme beaucoup de films de Burton sortis dans les années 80-90, Beetlejuice aussi, ça a extrêmement mal vieilli. Les deux Romans d'argent, ça passe encore. Mais c'est vrai que celui-là, et même Batman le défi, tu les regardes aujourd'hui, tu te dis, ah oui, quand même. Les costumes, bon, encore une fois, je préfère largement ceux-là que ceux de Batman et Robin, mais quand même, c'est assez minimaliste par rapport à ce qu'on a maintenant. Les scènes d'effets spéciaux, celles dans le Batwing, par exemple, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passe plus trop. Certaines scènes d'action aussi sont pas forcément réalistes, mais bon, j'ai envie de dire ça, à la limite, c'est assez normal, en fait. C'est sorti fin des années 80, si plus de 30 ans après, presque 35 ans après, c'est encore
c'est encore réaliste et ça n'a pas vieilli, bah, c'est qu'il faut se poser des questions quand même. Numéro 3, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Le troisième opus de la trilogie Nolan, que la plupart des gens ont tendance à le mettre quand même en troisième position dans leur top des 3 films de cette trilogie. Personnellement, je le mets quasiment à égalité avec Batman Begins, parce que il y a des trucs dans ce film qu'on a tendance à oublier et que perso je trouve mais tellement plus intéressantes que dans The Dark Knight. Parce que The Dark Knight, ok, le Joker il est charismatique, extrêmement bien joué, voilà, il est fou, il est marquant et tout, mémorable. Tu prends les méchants, le méchant de The Dark Knight Rises, en l'occurrence Bane, je le trouve 1000 fois plus intéressant que le Joker. Parce que le Joker, dans The Dark Knight, bah, c'est juste le Joker. Tu prends à la limite le Joker dans Batman de Tim Burton. Bah là, il y a un passé d'humain. Quand le film commence, il n'est pas encore le Joker. Après seulement, il le devient. Dans le film Joker, c'est pareil. Dans The Dark Knight, il est tout de suite le Joker. Donc en soi, le personnage, on s'en bat un peu les couilles. Il est là pour être badass et pour être charismatique, mais c'est tout. Bane, on a des indications sur son passé. Pas énormément, mais on en a quand même. Et en plus, le personnage est super intéressant. Déjà, physiquement, tu es Tom Hardy, il a dû prendre 100 kilos pour le jouer. Il a un truc, tu sais même pas c'est quoi, sur le visage. On apprend plus tard que s'il l'enlève, il meurt. Il a le crâne rasé. Tu sais qu'il a fait partie, plus tard, tu sais qu'il a fait partie du gang de Ra's al Ghul. Et en plus, il est extrêmement charismatique. Sa voix, incroyable. Le jeu d'acteur de Tom Hardy, bon, moi... je suis extrêmement fan de Tom Hardy, donc forcément, voilà. Même le deuxième méchant du film, parce qu'il y en a un, même si au final, pour moi, c'est pas vraiment un méchant. Une méchante, en l'occurrence, c'est Catwoman, jouée par Anna Hathaway. Même elle a un développement assez intéressant, un peu comme pour la Catwoman de Michelle Pfeiffer dans Batman le Défi. C'est pas le même personnage. Les deux Catwoman sont assez différentes, mais globalement, les deux restent sur un développement assez intéressant. Plus que n'importe quel méchant de la trilogie, que ce soit le Joker Harvey Dent, que ce soit l'épouvantail, même Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, ça va encore. C'est en voyant ce film que je me suis dit, ok, en fait, Nolan, il a tout pensé depuis le début. Il n'y a rien qui est improvisé, il n'y a rien qui est... Voilà. Le seul truc qu'il a un peu mis dans la merde, j'ai envie de dire, c'est le décès de Heath Ledger. Mais dans The Dark Knight Rises, tu as des éléments c'est impossible qu'il n'ait pas été prévu à l'avance. Déjà dans Batman Begins, il avait prévu de mettre ça. Déjà le retour de Ra's al Ghul, sa fille Talia al Ghul, jouée par Marion Cotillard, très mauvaise actrice dans ce film d'ailleurs. Le retour de l'épouvantail aussi, enfin bref, il y a beaucoup de liens effectués avec The Dark Knight et avec Batman Begins. Quand même, le film est sorti 7 ans après Batman Begins et 4 ans après The Dark Knight. Donc s'il n'y avait pas beaucoup de liens faits, si ça avait été une histoire presque totalement indépendante, ça aurait pas été forcément choquant. Mais il a tenu que ce soit dans la parfaite lignée des deux premiers films. Et là pour le coup, tantôt je disais que ce soit Batman Begins, The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, je me faisais chier une ou deux fois à chaque fois au moins une fois dans chacun de ces films. Au final, je me souviens pas d'une seule fois où je me suis fait chier dans celui-là. Dans Batman Begins sûrement, dans The Dark Knight c'est sûr, dans celui-là honnêtement, malgré les 2h45 de film, donc le film le plus long de la trilogie, presque 3 heures de film quand même, non, il se passe toujours quelque chose de divertissant, ça s'arrête pas, et encore une fois, plus le film avance, plus c'est bien rythmé. Donc non, franchement ce film-là est clairement le mieux rythmé de la trilogie, ça c'est clair et net. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est les personnages qui retournent leur veste, le film qui devient relativement prévisible. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez dommage, mais au final c'est un peu le seul truc que j'ai à dire dessus, parce que tout est presque parfait dans ce film. Il y a un défaut que je trouve gênant, mais... sinon, non, c'est un film qui est vraiment génial. Numéro 2, Batman Begins de Christopher Nolan. Qui a pendant longtemps été mon film Batman préféré, et j'ai toujours trouvé ce film très sous-coté. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez, on parlait toujours de The Dark Knight, on parlait plus souvent de The Dark Knight Rises, on parlait aussi des films de Burton, mais on parlait pas beaucoup de celui-là. J'ai pas forcément parlé du casting pour les skis des deux autres films de Nolan, parce que, bon, à part pour les personnages qui arrivaient seulement dans ce film-là, donc Tom Hardy, Anna Hathaway, Heath Ledger, et j'ai oublié le nom d'acteur de Harvey Dent, bref, bah là forcément je peux en parler du coup, parce que c'est le premier film, tous les acteurs du film sont incroyables, et franchement le casting, bon certes c'était déjà Nolan à l'époque, quoique 2005 il n'y avait pas encore eu Inception, il n'y avait pas encore eu Interstellar, donc c'est vrai que il n'y avait même pas encore eu le Prestige, donc c'est vrai que c'était pas encore le Nolan de maintenant. Donc malgré ça, avoir un casting comme ça, c'est juste ouf. J'entends par là forcément Christian Bale, qui aujourd'hui encore est le meilleur acteur Batman de l'histoire. Pardon. Morgan Freeman, évidemment, c'est Morgan Freeman. Liam Neeson qui joue Ra's al Ghul. Moi, j'adore Liam Neeson, même si c'est vrai qu'il est en train de saccager sa carrière avec des gros nanars de merde. Qui d'autre? Cillian Murphy.
qui joue l'épouvantail. Bien sûr Gary Oldman, qui est un des meilleurs acteurs que le cinéma ait connu. Ils sont tous géniaux, les personnages qu'ils interprètent sont assez bien écrits pour la plupart, même si c'est vrai que Lucius Fox, on ne voit pas suffisamment, je trouve. C'est à mes yeux le premier film Batman qui vraiment s'émancipait par rapport aux autres, parce que c'est vrai que dans Batman, celui de Tim Burton, et les autres les deux films de Burton et les deux films de Schumacher, c'était un Batman qui était déjà Batman. Quand on arrivait, il était déjà Batman depuis quelques années, et donc il était déjà habitué à ce qu'il devait faire, aux méchants qu'il affrontait, etc. Donc c'était pas forcément intéressant. Là, on suit l'ascension de Bruce Wayne jusqu'à ce qu'il devienne Batman. Et il devient Batman plus ou moins à la moitié du film. Donc il y a vraiment plus d'une heure de film qui se concentre non pas sur Batman, mais sur l'avant Batman. Ce qui, pour le coup, n'avait jamais été fait déjà et était très intéressant. En plus, les deux méchants du film, on les avait jamais vus avant au cinéma. Donc l'épouvantail et Ra's al Ghul. D'ailleurs, les deux n'ont plus été adaptés pour l'instant à l'écran. Et bien sûr, techniquement, il n'y a rien à dire. C'est du Nolan, mise en scène, musique, effets spéciaux. Encore une fois, c'est du Nolan, même si à l'époque, il n'y avait pas encore eu le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque, Tenet. C'était déjà Nolan. À l'époque, je sais pas ce qu'il avait fait. Il avait fait Following, il avait fait Memento, Insomnia. Je pense que c'est tout. Il avait fait que ces trois-là, je pense. Donc c'est son premier blockbuster. Chapeau. Parce que putain, c'est réussi quand même. Ouais. Malgré les ratios de cadre qui changent toutes les 5 secondes, que ce soit quand c'est un plan large, c'est en 16/9, et quand c'est pas en plan large, c'est en cinémascope, ça c'est absolument insupportable. Ça c'est le seul truc que je pourrais reprocher techniquement au film. Pour le reste... rien à dire. Encore une fois, seul reproche que je peux faire au film, comme je l'ai dit tantôt, l'entraînement de Bruce Wayne par Ra's al Ghul et l'avant Batman, ça dure environ 1 heure, même peut-être plus, ça dure quasiment la moitié du film. Et du coup, bon, certes, c'est très intéressant, mais ce que je trouve dommage, et par rapport à Nolan, c'est qu'il est pratiquement parlé pendant la moitié du film de ça, et d'autres trucs qui auraient pu être également intéressants, peut-être pas aussi intéressants que ça, mais quand même très intéressants, il les a bazardés en 5 minutes à tout casser. Par exemple, quand Bruce Wayne devient Batman, on a 1 heure avant qu'il le devienne, 1 heure peut-être même plus après qu'il le soit devenu, et pendant qu'il le devient, ce qui paraît anodin mais qui est quand même intéressant, ça dure 5 minutes. La Batmobile, les gadgets, le costume, le logo, tout ça, ça dure 5 minutes. Et du coup, tu passes en 5 minutes de pas Batman à Batman déjà en train de combattre des méchants. Et j'ai trouvé ça assez gênant. Pour le reste, super film évidemment, ça a pendant longtemps été mon film préféré, mais bon. Numéro 1, The Batman de Matt Reeves. Évidemment que j'ai mis ce film à la première place, vous me connaissez, j'adore Matt Reeves, j'adore la trilogie de La Planète des Singes. J'avais fait une analyse sur La Planète des Singes de Matt Reeves à l'époque, elle n'existe plus, la vidéo a été supprimée, mais j'avais tellement adoré cette trilogie, j'avais tellement adoré le travail de Matt Reeves dessus. Alors il n'a pas réalisé le premier film, il a réalisé le deuxième et le troisième, et j'avais tellement adoré que j'en avais fait une vidéo complète, j'avais fait une analyse complète de la trilogie, c'était ma première et pour l'instant dernière analyse ciné, j'avais fait Inception aussi mais la vidéo a aussi été supprimée. Et c'est vrai que Matt Reeves, à part La Planète des Singes, L'Affrontement et Supremacy, il a pas fait grand chose, et c'est vrai que ça fait longtemps maintenant, 2 ans, 3 ans qu'on sait qu'il va réaliser le prochain Batman. On savait aussi que c'était Robert Pattinson qui allait reprendre le rôle de Bruce Wayne, et tout le monde a été confiant dès le début. Le réalisateur de La Planète des Singes, un acteur extrêmement talentueux depuis des années, franchement on n'a pas de quoi avoir peur. Et on a eu raison, parce que le film est juste incroyable. Pour moi, dans l'histoire des films Batman, il n'y a que 2 réalisateurs qui ont réussi à faire un blockbuster qui plaît à tout le monde, tout en incorporant leur touche artistique, ce qui, dans un monde artistique comme le cinéma, plus artistique à la base que industriel, même si ça devient de moins en moins le cas malheureusement. Pour moi, les 2 seuls qui ont réussi à faire ça jusqu'à aujourd'hui, c'est Tim Burton bien sûr, et Matt Reeves. Schumacher, jamais de la vie, et Nolan non plus, j'en ai parlé tantôt. Le style Matt Reeves, c'est quoi ? C'est aussi très sombre, mais c'est beaucoup plus sérieux que Burton. Burton c'est très sombre, mais ça reste assez comique, le pingouin il est sombre, mais il est comique. Burton c'est de l'amour comique dans la plupart de ses films, à part Sleepy Hollow. Matt Reeves, c'est pas de comique, et rien. La Planète des Singes, L'Affrontement, Supremacy, il y a 0 blague dedans. Il y a peut-être une scène ou 2 attendrissantes qui pour un peu baisser la tension du film, mais il y a pas de blague. Et dans The Batman, il n'y a pas de blague non plus. Il y a 0 blague dedans, mais 0. C'est très sérieux, c'est très sombre. La mise en scène de Matt Reeves est juste
parfaite. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Il joue beaucoup avec la couleur, même si le film est globalement très sombre, il joue beaucoup avec la lumière et la couleur, surtout par exemple dans les scènes de coucher de soleil, parce que le film se déroule presque intégralement dans la nuit, donc forcément le coucher de soleil, ça annonce plus ou moins qu'il va se passer quelque chose parce que c'est le début de la nuit. Et pour moi, en plus de faire un film divertissant et d'incorporer malgré ça sa touche artistique sans casser le rythme du film et le film en lui-même, les personnages et tout, en plus de faire ça, pour moi, il mélange plusieurs styles artistiques des précédents réalisateurs de Batman. J'entends par là Burton et Nolan. Le style sombre de Burton, certains bâtiments qui, c'est vrai, me faisaient vraiment penser au style gothique de Burton. Mais en même temps, le style moderne et urbain de Nolan. C'est-à-dire que des fois, je voyais Gotham, je me disais, on dirait quand même le Gotham de Nolan, même si le Gotham de Nolan, c'est plus pendant la journée. La musique de Michael Giacchino est juste parfaite. On l'a entendu pour la première fois il y a assez longtemps, pendant la DC Fandom 2020, je crois. Ou 2021, je sais plus, non, je crois que c'était en 2020, avec un premier teaser de Robert Pattinson et du logo de Batman, de son costume, pendant 1 minute 20 avec la musique de The Batman qui revient dans le film assez souvent et qui est juste incroyablement stressante. Elle va crescendo en fait, au début elle est lente, c'est toujours le même rythme, c'est toujours la même musique, quelques secondes de musique qui retentissent à chaque fois de plus en plus fort et d'une manière de plus en plus épique. Et franchement, je trouve ça parfait. Je trouve la musique est juste parfaitement composée. Et en plus de ça, tu as des musiques qu'on connaissait déjà avant, qui datent soit des années 80-90, soit du je ne sais combienième siècle. Ave Maria notamment, qui revient souvent. Et d'ailleurs, c'est la première musique du film. Et Something in the Way de Nirvana. D'ailleurs, par rapport à ça, il me semble que Matt Reeves a révélé qu'il s'était inspiré de Kurt Cobain pour écrire son personnage de Bruce Wayne. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, les cheveux en pétard, le côté un peu dépressif, un peu gothique aussi. C'est vrai que c'est assez similaire. J'ai beaucoup apprécié le casting aussi. Bien sûr, le Batman de Robert Pattinson est assez intéressant. Honnêtement, je le préfère à tous les acteurs Batman, sauf Christian Bale quand même, on va pas déconner. Mais dans tous les cas, ça reste un Bruce Wayne très différent d'habitude. C'est vrai que comparer Michael Keaton à Val Kilmer, George Clooney et Christian Bale, c'est tout à fait possible. Et celui-là, c'est vrai qu'il se démarque beaucoup plus des autres et ce serait plus compliqué de le comparer aux autres parce que il est beaucoup plus posé, beaucoup plus mélancolique. Il est beaucoup moins grande gueule, milliardaire facile et tout. Il est beaucoup plus psychologiquement instable, on va pas se mentir, avec Ben Affleck, parce que j'en ai toujours pas parlé de Ben Affleck. Mais c'est vrai que Ben Affleck aussi, c'est comme Christian Bale et comme Michael Keaton, c'est le milliardaire facile, que George Clooney, Val Kilmer aussi, c'est pareil. C'est le milliardaire facile, assez heureux parce qu'il est blindé, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. Il est sans doute blindé aussi, parce que ça reste l'héritier de Thomas Wayne. Mais il le montre pas. Il est beaucoup plus discret, et c'est vrai que c'est un Bruce Wayne qu'on n'a jamais vu et qui est assez intéressant. Paul Dano, qui est un acteur que peu de gens connaissent, mais qui est absolument brillant, c'est un habitué des rôles de psychopathe. D'ailleurs, il aurait fait un très bon Joker. Il a toujours été extraordinaire, cet acteur, et bien sûr, dans ce film-là aussi, il joue le rôle du Riddler, qui est aussi un grand fou, un peu comme le Joker. D'ailleurs, il y a une scène dans laquelle The Riddler, donc l'homme mystère, discute avec un personnage, donc discute en prison à la fin du film, avec un personnage qui est très clairement le Joker. D'ailleurs, on a eu la confirmation que c'est le Joker, puisqu'il y a eu une scène coupée du film qui a été révélée il y a quelques jours, dans laquelle on voit le Joker qui parle à Batman. Le Joker qui est joué par un acteur, j'ai oublié son nom, mais il joue dans Les Éternels. Il joue dans Dunkerque aussi, de Nolan. Son Joker, même si c'est dans une scène coupée, a l'air ouf. Déjà physiquement, c'est très différent de ce qu'on a pu voir. À mon avis, il va avoir quelques similitudes avec Jack Nicholson. Le côté physiquement particulièrement atteint. Hein. À mon avis, il a dû lui arriver un truc de ouf au Joker ce Joker-là, le Joker de Matt Reeves. Des produits chimiques ou un accident, du feu, je sais pas, mais voilà, évidemment que physiquement, il fait un peu peur. Il fait beaucoup plus peur que tous les autres Jokers qu'on a eu, hein. Ça c'est clair et net. Il a des trous dans les cheveux, donc à mon avis, oui, il a été brûlé pas mal de fois. Les mains en sang, la voix et le rire, c'est vrai que c'est assez similaire au Joker de Heath Ledger. On a aussi le pingouin dans ce film, même si il n'est pas forcément développé comme le méchant de l'histoire, ce qui était le cas dans Batman le Défi. Là, c'est un personnage assez secondaire qui a son importance, vite fait dans le film. Ce qu'on va plus retenir par rapport au pingouin, c'est la performance de Colin Farrell, et surtout la prothèse de Colin Farrell qui est
qui est impressionnante, on va pas se mentir. Et bien sûr, film extrêmement divertissant, 3 heures de film qui passent extrêmement vite, pour ma part en tout cas. J'avais pas envie qu'il se termine, je voulais qu'il y en ait encore parce que c'était juste une véritable claque. Pour les amoureux du Chevalier Noir, bah évidemment, c'est impossible de pas aimer. Pour les amoureux de cinéma, je pense que pareil, vous risquez de trouver votre bonheur. Donc non, franchement, déjà que j'étais confiant depuis le début, mais je pensais vraiment pas tomber sur ça. Je m'attendais à un bon film, mais je m'attendais pas à un chef-d'œuvre comme ça en fait. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel top vous voudriez que je fasse sur la chaîne prochainement. On se retrouve la semaine prochaine, soit pour une vidéo sur les Oscars, soit pour point ciné sur les films que j'ai été voir en janvier. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!